Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission Objectif Zéro Phyto dans les espaces publics proposée par SEMAE, l'interprofession des semences et des plants. Très heureux d'être avec vous pendant une petite demi-heure à l'heure où nos concitoyens veulent plus de nature, plus de végétation, plus d'espaces verts pour se ressourcer. On pose la question aujourd'hui, comment les municipalités peuvent-elles à la fois répondre à ces attentes en combinant leurs moyens mais également avec le respect des normes. C'est ce que l'on va voir ensemble. Quelles sont les solutions qui existent pour mettre en place cet objectif zéro phyto dans les espaces publics? On en parle avec nos deux invités aujourd'hui. Jean-Marc Lecourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association française des professionnels de gazon. On fait appel à vous pour quel type de mission? Vous intervenez de quelle manière? Du conseil, de l'information, de la formation. Voilà, nous sommes une association au service de nos adhérents en premier lieu, mais de tous qui veulent avoir des renseignements et de la connaissance sur les gazons, une connaissance qui évolue sans arrêt. Voilà, tout simplement. Merci de votre présence, en tout cas pour cet échange. Avec nous sur ce plateau, Michael Paris. Bonjour Michael. Bonjour. Vous êtes animateur auprès des collectivités chez Acuibri. Votre rôle, c'est d'accompagner les acteurs sur le terrain, c'est ça ? Tout à fait, je travaille pour une association qui s'appelle Acuibri. On s'occupe de la protection d'une ressource en eau souterraine, qui est la nappe du Champigny. Il faut savoir que c'est la première ressource en eau souterraine d'Île-de-France pour faire de l'eau potable, donc avec un enjeu très fort. Et donc on accompagne les collectivités dans ce cadre depuis 2002. Voilà. Merci d'être avec nous aussi. Vous nous suivez pour ce live. Merci d'être connectés. Vous pouvez à tout moment poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. On échange donc pendant une trentaine de minutes ensemble. Le végétal est essentiel à la vie, ça nous le savons. Le gazon fait partie, comme les arbres, les plantes, les fleurs également, les bienfaits des végétaux en général et notamment des gazons. Eh bien, c'est une évidence. Pour débuter, je vous propose de nous rappeler, Jean-Marc, ce que dit la loi aujourd'hui. Que dit la loi dans le cadre notamment de l'utilisation des phytopharmaceutiques de synthèse dans les espaces publics? C'est important cette notion. De synthèse est très importante. Ouais. Oui. Il y avait jusqu'à présent la loi Labbé qui existait. Et depuis début janvier, le 15 janvier exactement 2021, il y a un arrêté qui est rentré en vigueur, qui renforce donc cette loi Labbé. Et cet arrêté précise qu'à partir du 1er juillet 2022, c'est-à-dire quasiment demain, on ne pourra plus appliquer de produits phytopharmaceutiques de synthèse sur les espaces ouverts au public, également sur les terrains de grands jeux dont l'accès n'est pas contrôlé et que les accès seront réservés aux utilisateurs, aux gestionnaires. Là, on pourra toujours appliquer pendant un certain temps. En 2025. Jusqu'au 1er janvier 2025, absolument, tu as raison Michael de préciser. Mais on parle bien de produits phytosanitaires de synthèse, on ne parle pas de produits de biocontrôle, on ne parle pas de produits UAB, utilisables en agriculture biologique, on ne parle pas non plus de fertilisants, puisque le végétal a besoin d'être nourri et d'être arrosé. Est-ce que les municipalités sont au fait de la loi aujourd'hui? Est-ce qu'elles savent toutes ce cadre législatif? Elles devraient, nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit couramment. Donc les grandes communes, j'ose espérer que oui, effectivement, les grandes structures, oui. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup d'informations à faire auprès des petites et également auprès des grandes, parce que l'interprétation du texte est parfois un petit peu aléatoire. Donc il y a encore du travail de communication à faire à ce niveau-là. C'est donc le défi des collectivités aujourd'hui. Michael, comment utiliser le moins possible de produits phytosanitaires pour entretenir les espaces publics? C'est important. Et en même temps, eh bien mettre peut-être plus de verre dans les espaces urbains. Comment se dessine ce défi aujourd'hui? Tout à fait. Depuis 2002, sur lesquels on accompagne donc les collectivités, j'ai créé une forme de méthodologie de travail pour accompagner ces acteurs. Parce que comme vous le rappeliez sur la loi, c'est dans l'air du temps aujourd'hui, parler de zéro phyto, de biodiversité. Par contre, il faut accompagner les acteurs sur le terrain. Ça, c'est le plus important. Donc, et surtout, il faut arrêter de croire qu'avant c'était mieux, parce que c'est une phrase qui revient souvent. C'était mieux avant avec les produits phyto.
Sur les 212 collectivités qu'on a pu suivre et faire des états des lieux, on s'est aperçu quand même sur ma structure que 100% des collectivités avaient des mauvaises pratiques phytosanitaires. Donc, ne savaient pas utiliser, respecter les doses à l'hectare, ce qu'on appelle, et maîtriser mal les matières actives. Donc, ça avait pour conséquence de surconsommer les produits et surtout de polluer les ressources, surtout la ressource en eau. Donc, c'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant. Ouais. Et il faut aussi apprendre à connaître les limites techniques d'un outil. Donc ça, on pourra revenir après au niveau de l'interview. En termes de méthodologie, ce qui est le plus important, c'est surtout de dédramatiser ce zéro phyto. Aujourd'hui, il faut le prendre comme une opportunité de gérer autrement les espaces publics et surtout d'arrêter de penser que ça va être difficile. La notion importante que je commence toujours dans une collectivité, c'est de rencontrer les élus, avec les services techniques, pour que la commune définisse sa feuille de route. Ça, c'est le plus important. Il faut qu'absolument les objectifs de la commune soient en cohérence avec ses moyens. Voilà. À partir de là, une fois que la commune parle le même langage, c'est-à-dire l'ensemble de l'équipe municipale ainsi que le service technique, la commune va pouvoir mettre en place un projet, choisir ses outils, et dans les outils possibles pour le zéro phyto, il y a la végétalisation. Voilà. Michael, vous êtes venu pour cette émission avec une carte de l'Île-de-France et un focus notamment sur la Seine-et-Marne que je voudrais vous montrer. La carte va apparaître sur votre écran dans quelques instants. Comment est-ce que l'on peut analyser cette carte et notamment donc bien le secteur de l'abri? Voilà, alors je fais juste un petit détail. Effectivement, notre territoire, comme vous le voyez sur la carte, est en grande majorité sur la Seine-et-Marne, mais on s'occupe un petit peu de l'Essonne et du Val-de-Marne. Donc c'est le territoire de compétence sur lequel j'agis depuis 2002. Et cette carte nous montre l'histoire des collectivités avec qui j'ai travaillé sur les projets de végétalisation. Donc, c'est-à-dire qu'en 2013, j'ai commencé à aller voir les collectivités suite à la commercialisation des nouvelles semences, ce qu'on appelle les mélanges terre-pierre, pour la végétalisation. Et j'ai proposé dans ce cadre des essais d'appropriation. Donc, c'est-à-dire que j'ai été voir les élus, les services techniques, et je leur ai donné gratuitement 5 kilos de semences pour qu'elles s'approprient et faire un essai sur un lieu comme les cimetières pour s'approprier cette technique et pouvoir la développer par la suite. Les surfaces végétalisées, est-ce qu'elles sont plus faciles à entretenir, plus économiques peut-être que lorsqu'on utilise des techniques alternatives ou aussi comparativement aux surfaces qui sont semi-perméables ? Tout à fait. Les surfaces végétalisées sont beaucoup plus résilientes. C'est-à-dire que quand on a des surfaces semi-perméables, on va chercher à désherber avec des solutions alternatives. Ces solutions alternatives sont dites foliaires. C'est-à-dire qu'il faut attendre que l'herbe soit développée pour venir la détruire. Donc, il y a une récurrence, une fréquence de travail qui va être très importante. Et surtout, ces solutions n'empêchent pas l'herbe de pousser. Donc, c'est vrai que la végétalisation va être beaucoup plus résiliente. Et le mode d'entretien, on passe à de la tonte, ce qui est beaucoup plus facile pour les agents communaux. Et en travaillant avec des choix bien spécifiques de semences sur ces milieux qui sont pauvres, avec des choix de semences spécifiques, on va tourner de l'ordre de 4 à 6 tonnes à l'année. Jean-Marc, plus facile, plus économique aujourd'hui ? Plus facile, pas forcément, plus économique, pas obligatoirement, mais en tout cas plus environnemental, c'est évident. Dans le cadre du réchauffement climatique, on se doit de réintroduire du végétal au milieu urbain. C'est ce qu'on fait avec de l'enherbement et on redonne également de la perméabilité au sol. Oui, si je peux me permettre de rebondir sur Jean-Marc, il a tout à fait raison, parce que moi j'ai tendance souvent à dire que le zéro pesticide c'est possible, mais le zéro entretien n'existe pas. Ouais. Donc même si on végétalise, il y a quand même une notion d'entretien, et ça, je reviens à ma feuille de route avec les élus, c'est très important. Est-ce qu'il faut engazonner sur terre végétale ou plutôt végétaliser des espaces semi-perméables? Et d'ailleurs, quelle est la différence que l'on doit faire entre ces deux techniques? C'est deux notions différentes, tout à fait, pardon. Les surfaces semi-perméables sont l'héritage d'une conception ancienne, sur lesquelles, dans nos espaces publics, on avait tendance à faire de grandes zones, de grandes surfaces stabilisées, gravillonnées, où à l'époque des produits phytosanitaires, on ne se posait pas la question de l'entretien, ni du coût. Aujourd'hui, dans ces réductions financière et ce zéro phyto, effectivement, il faut repenser il faut revoir nos changements de mentalité. Donc la végétalisation prend tout son sens, c'est-à-dire qu'on va arrêter de désherber ces espaces et les réenherber par des techniques spécifiques
Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est les pelouses, ce que vous m'avez posé comme question, sur les terres végétales. Donc on peut distinguer deux grandes catégories, les pelouses au sens large, où il va falloir se passer de ce qu'on appelle les sélectifs gazons, donc réapprendre à peut-être tolérer certaines pâquerettes ou herbes spontanées dans nos pelouses. Puis après, je vais mettre une autre catégorie à part, Jean-Marc va pas me contredire, c'est les terrains de sport, où là, on est sur du gazon spécifique, où là, il va falloir se réappuyer sur les fondamentaux, et on travaille avec la SFG dans ce sens-là, c'est-à-dire remettre en place les solutions, ce qu'on appelle les techniques culturales, les fondamentaux dans l'apprentissage et les compétences des gestionnaires des terrains de sport. Alors justement, sur ces espaces publics, terrains de sport, mais pas que, on fait comment, Jean-Marc ? On remet de l'agronomie d'abord au centre de la pelouse, si j'ose dire. On reprend des techniques culturales. Et on sélectionne le bon végétal au bon endroit également, parce que si on n'a pas le bon végétal au départ, on aura des soucis. Après, pour compléter, effectivement, on avait les surfaces sablées qu'on désherbait aisément. Moi, j'ai coutume de dire par rapport aux produits phyto, c'est un petit peu aussi comme en pharmacie, on a dit les antibiotiques, c'est pas automatique, mais on n'a pas fermé les pharmacies pour autant. Donc, faisons attention, ne tombons pas d'un extrême dans l'autre, gardons peut-être des trousses de secours pour l'avenir, avec des produits UAB, mais soyons prudents. On parlera de la qualité des gazons dans quelques instants. Enherbé pour moins désherber, c'est ça, c'est ce que je comprends dans ce que vous dites, Mickaël ? Oui, tout à fait. Enherbé pour moins désherber, c'est la solution de l'avenir. On le sait, les solutions alternatives, je me répète, demandent des fréquences et des moyens humains que les collectivités n'ont pas toujours aujourd'hui. Donc végétaliser est une des solutions, faciles à mettre en œuvre. Et qui permettent de pérenniser l'espace public. Alors justement, Jean-Marc, quelles sont aujourd'hui les nouvelles techniques de végétalisation ? En premier lieu, celle qui est utilisée de plus en plus, c'est l'hydro-ensemencement, qui ne va pas empêcher d'avoir quand même une préparation préalable du sol. Mickaël peut y revenir parce qu'il est beaucoup plus compétent que moi en la matière. Et une fois que le gazon sera établi, ne pas oublier quand même de l'entretenir aussi, puisque ce n'est pas une matière inerte qu'on laisse ad vitam aeternam sans soin. Mickaël ? Ça, je rebondis effectivement, Jean-Marc a raison. On travaille avec du vivant, le végétal c'est vivant, il n'y a pas zéro entretien. Voilà, on a beau choisir des solutions qui demandent moins d'entretien, il faut quand même, Donc, effectivement, sur la végétalisation, on a beau aussi choisir des semences adaptées au sol, la préparation de sol est quand même pas minorée et il faut quand même la prendre en compte. Et il y a des solutions techniques de préparation à minima pour réussir son semis. Stade, parc, rond-point, parking, cimetière, est-ce que l'on peut dire qu'à chaque endroit, chaque type de lieu, il y a un type de pelouse et un entretien particulier ? Oui, c'est ce qu'on appelle la gestion différenciée, c'est-à-dire adapter en fonction de l'espace, de sa fonctionnalité et de son enjeu environnemental. On va déterminer des espaces plus horticoles ou comme les terrains de sport, on va choisir des semences bien spécifiques avec des choix variétaux pour des pousses importantes, une densification du gazon. Et à l'extrême, on aura des espaces prairiaux complètement naturels. On va accepter la végétation spontanée pour la biodiversité. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer l'horticole avec le naturel. Il faut au contraire que chaque espace puisse avoir sa place et chaque technique aussi, Chaque espace a son type de gazon, Jean-Marc ? À chaque problème, à chaque situation, son gazon, effectivement. Et la sélection est là pour ça, pour répondre aux différents problèmes, pour les solutionner. Et cette sélection impacte donc du coup l'entretien et forcément un coût pour les collectivités qui nous regardent aujourd'hui. Après, quand on choisit bien son gazon, il peut y avoir un coût d'entretien et un coût sur le moyen terme, long terme, qui est moins important. Oui, mais quand on choisit mal son gazon, ça peut coûter beaucoup plus cher. C'est ça. Alors justement, quand on relie ces évolutions avec les réalités sur le terrain, Mickaël, qu'est-ce que ça donne ? Vous êtes venu avec quelques exemples. Quelques exemples, on les voit à l'image peut-être là ? On va voir le premier exemple. De quoi s'agit-il ? Donc il s'agit d'une réalisation, d'une végétalisation dans un cimetière avec une commune pilote, je vais la citer, c'est la ville de Cesson avec qui je travaille beaucoup. Donc sur un cimetière qui a dû être fait en 2016. Donc vous voyez l'allée, là, les premières semaines après le début du semis. Donc on voit que la végétation s'installe. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, donc les 3 photos qui vont défiler, c'est l'évolution sur une année complète. Donc voilà, et on voit que tout doucement, la densification du gazon se met en place. Alors là, avec des tâches
plus importante de raigrats, puisqu'on est sur des bases de semences à base de fétuque. Et vous voyez, là, la densification, au bout d'un an, qui s'est mis en place. Et voilà, tout ça pour dire qu'il faut laisser le temps à la nature de s'installer. Et c'est vrai qu'on est dans une société, on a tendance à aller vite, où effectivement les élus veulent un résultat assez immédiat vis-à-vis de la population, mais ça n'empêche qu'on travaille du vivant et qu'il faut laisser du temps à la nature de s'installer. Un autre exemple ? Un autre exemple, sur une petite commune rurale, puisque c'est un peu le cœur de mon métier, les communes rurales, vous avez un cimetière qui a été végétalisé, vous avez les allées perpendiculaires à l'allée centrale qui ont été enherbées. Et d'un point de vue paysager, pour structurer l'espace, j'avais recommandé à Madame le maire de mettre en place cette bordurage pavé, qui est un élément de paysage, qui permet de structurer, mettre en perspective l'allée centrale, pour davantage faire ressortir la végétalisation et pour la faire accepter à la population. Effectivement, on a un contraste aujourd'hui entre une allée gravillonnée qui est gérée de manière alternative, sans produits phytosanitaires, et une zone enherbée qui est tondue. Voilà. Dernier exemple concret, le voici. Alors effectivement, les prairies fleuries qui sont une alternative et surtout un moment de transition, je dirais, pour l'acceptation de la flore spontanée. C'est-à-dire que dans la plupart des espaces publics, en attendant de accepter la végétation spontanée, on met souvent en place, les collectivités mettent souvent en place des prairies fleuries qui vont avoir un côté d'embellissement, de cueillette sauvage entre guillemets par les habitants, qui permettent d'aller progressivement vers l'acceptation de la flore spontanée. Voilà. C'est très important aussi dans la démarche d'être progressif. Si vous avez des questions à poser à Mickaël ou à Jean-Marc, faites-le via le chat qui est à votre disposition sur votre écran. Une question de Yves. Est-ce que l'engazonnement ne pose pas de problème pour l'accessibilité des personnes, notamment les personnes à mobilité réduite et puis les poussettes? Qui veut répondre? Si je peux me permettre, oui. Effectivement, la végétalisation, on travaille sur un support, ce qu'on appelle déjà terre-pierre, c'est-à-dire ce sont, alors je vais prendre l'exemple des cimetières, c'est du caillou qui s'est enfoncé au fil des décennies dans le sol, donc cet espace, ce sol est compact, donc on vient surtout pas décaisser le sol et ramener de terre végétale, donc on va enherber sur ce sol qui est en place, donc on va simplement décrouter sur quelques centimètres pour faire un lit de semences, parce que malgré le choix de semences spécifiques, il faut quand même préparer le sol, et à partir de là, on va à nouveau rouler le sol pour qu'il soit à nouveau accessible et il n'y a aucun problème d'accessibilité. Alors, il n'y a pas de normes, c'est pas normé, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus facile de marcher sur une surface végétalisée que sur 10 cm de cailloux. Voilà. Jean-Marc, comment est-ce que l'on peut expliquer aux élus, mais aussi aux usagers, que le zéro phyto, c'est une opportunité aujourd'hui? Alors, c'est pas toujours simple. Mais ça s'explique. Et il faut aussi qu'eux l'expliquent aux administrés. Le zéro phyto, c'est un raccourci, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le cas de le dire. On parle plus de réduction d'intrants, notamment de synthèse. C'est une opportunité parce que ça te permet de se réinventer. On va remettre à niveau des pratiques culturelles oubliées, on va remettre de nouveau de l'agronomie dans l'entretien des pelouses, notamment donc ce dont parlait tout à l'heure Mickaël, les pelouses déjà établies, qu'elles soient d'agrément ou sportives. Et c'est là où c'est important. Ça revient une question que l'on a en direct sur le chat. Ce n'est pas facile d'expliquer cela à nos concitoyens. C'est une question. L'engazonnement naturel est parfois perçu comme un laissé à l'abandon. Effectivement, il ne faut pas du tout tomber dans ce raccourci, ce cliché. C'est pour ça que la feuille de route, encore une fois, qui va être définie par les élus dans une gestion différenciée, c'est-à-dire être capable de définir c'est-à-dire, je vais prendre un exemple. On veut végétaliser une surface semi-perméable. Il faut absolument que l'ensemble de l'équipe municipale comprenne le résultat que ça va rendre, que les services techniques soient complètement impliqués dans la démarche pour pouvoir après communiquer auprès de la population. Si l'ensemble de cette équipe municipale ne parle pas le même langage, effectivement, la population va s'engouffrer dans cette faille et ça va être mal perçu. Donc, effectivement, il faut absolument qu'il y ait une notion maîtrisée, souhaitée et voulue de cette végétation. C'est pour ça qu'on doit y aller progressivement. Et les semences de gazon nous permettent de montrer que c'est le jardinier qui décide de végétaliser pour aller progressivement vers de l'acceptation de la végétation spontanée. Effectivement. Alors dans la gestion justement de certaines zones, il y a la gestion différenciée. Comment faire adhérer en fait cette gestion et en fait elle se concrétise de quelle manière ?
Alors, c'est les photos qu'on voit, j'imagine, à l'écran. Hein. Là, il s'agit d'une gestion différenciée sur une tâche qui s'appelle la tonte, sur laquelle on va différencier l'entretien dans un parc public entre des zones tondues et des prairies de fauche. Et on voit ce contraste où les gens, vous voyez, à l'intérieur du parc, peuvent se promener, sillonner à l'intérieur du parc, dans ces allées qui sont tondues régulièrement, à côté de prairies de fauche dans laquelle la biodiversité faunistique et floristique va pouvoir se développer. Donc c'est ce contraste qui fait que la population va comprendre le message, on va garder la fonctionnalité de l'espace, c'est-à-dire que ça reste un espace public et on va pouvoir comme ça préserver l'environnement avec ces prairies de fauche. Voilà en tout cas pour la méthodologie, pour l'approche. Maintenant, comment choisir le ou les bons gazons ? Est-ce qu'il existe, Jean-Marc, différentes espèces de gazons ? Alors pour les gazons dits traditionnels, ce qui ne veut plus rien dire aujourd'hui, hein, parce que quand on parle de gazon, ça va du green de golf à la piste de ski, en passant par la prairie fleurie. Voilà, il y a des multiples cas de figure. Il y a une dizaine d'espèces traditionnelles qu'on va retrouver au sein du catalogue officiel français des variétés à gazon, qui sont utilisées pour des usages classiques d'agrément ou de sport ou de végétalisation. Et dans la végétalisation, on peut introduire une trentaine d'espèces complémentaires aujourd'hui pour faire justement des prairies fleuries, des espaces qui vont favoriser la biodiversité floristique et faunistique, comme disait Michael. Et dans des gazons traditionnels, aujourd'hui, on introduit aussi néanmoins des micro-légumineuses qui vont permettre d'apporter de l'azote de manière naturelle et diminuer un petit peu l'apport de fertilisants. Est-ce qu'il existe des variétés plus performantes que les autres qui peuvent peut-être résister à la sécheresse, par exemple, ou alors aux maladies ? Est-ce que il y a du concret ? Oui, c'est du concret, c'est du factuel, ça s'appelle la sélection, tout simplement. Là, dans les gazons, on est dans la sélection naturelle. Depuis des décennies, il existe maintenant une sélection gazon, qui se traduit par des inscriptions au catalogue officiel français des variétés à gazon, avec des notations, donc notamment sécheresse, maladie, résistance au sec. Alors, sachant que pour nous, un gazon qui résiste au sec, c'est pas un gazon qui va rester vert tout l'été. De même qu'on l'arrose pas tout l'été, ça n'a pas besoin de rester vert. C'est sa capacité à repartir après une sécheresse dans le temps. Et voilà, donc à repartir à l'automne, la plante ne sera pas morte. Voilà, ça ne sera pas détruite, mais elle ne sera pas détruite. Elle va se régénérer. Et donc, il existe effectivement des catalogues officiels et qui permettent à l'utilisateur, au-delà des catalogues commerciaux qu'on peut avoir, qui leur sont proposés, de faire leurs choix variétaux ou de les confirmer. Il y a des gazons qui demandent moins de tonte, moins d'entretien que d'autres, ça existe ? Oui, cet aspect-là est également mesuré par le CTPS, voilà, qui est le comité technique permanent de sélection. Et il y a des variétés, des espèces comme par exemple les petites fétucovines, qui sont très peu poussantes, et même des espèces qui ont une mauvaise réputation, comme les raigrats anglais. Aujourd'hui, on disait raigrats anglais, bon, c'est de l'herbe à pâture. Non, aujourd'hui, la sélection fait que les raigrats anglais sont parfois beaucoup moins poussants et moins producteurs de déchets de tonte que des petites fétuques. Cette question que l'on a via le chat, beaucoup de communes se lancent dans des stades avec des pelouses synthétiques. Quel argument pour les motiver à revenir avec de vraies pelouses ? Introduire du synthétique, c'est-à-dire pour moi qui est presque une surface imperméable au sein d'un milieu urbain, alors qu'on parle de réchauffement climatique et qu'on parle de réintroduire du végétal en ville pour faire baisser la température, c'est une ineptie, quelque part. Je suis un peu violent peut-être, je sais pas, mais voilà. Non, aujourd'hui on peut, avec du personnel formé, avec des bons supports, réintroduire à la place du synthétique ou à la place de terrains stabilisés des terrains de sport en gazon naturel. Il y a des substrats hybrides qui existent. Le gazon n'est pas hybride, la surface végétale est naturelle, mais ça permet d'avoir plus d'heures de jeu sur le terrain. Après, il faut effectivement avoir du personnel qui soit formé pour l'entretien. Si je peux me permettre de rebondir, effectivement, c'est une fausse bonne idée des terrains synthétiques, puisque moi, les élus, je vais parler de ce que j'entends sur le terrain.
sont souvent mis en place en pensant qu'il n'y a pas d'entretien, ce qui est totalement faux, qu'il n'y a pas d'arrosage, c'est pareil, c'est totalement faux. Donc effectivement, au sein de notre structure, sur notre territoire, on essaye de faire en sorte que les terrains enherbés persistent, donc en accompagnant les collectivités vers ce zéro phyto, puisqu'il n'existe pas d'alternative en biocontrôle sur les sélectifs gazon. Donc effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on revienne sur les fondamentaux et reconnaître l'intérêt esthétique de jeu, aussi de qualité de jeu, parce qu'un joueur va vous dire aussi que quand même jouer sur un terrain enherbé est quand même une qualité de jeu assez importante, et de monter en compétence au niveau de l'entretien de ces terrains. Est-ce que ça peut passer aussi par le choix d'un gazon labellisé ? D'ailleurs, est-ce qu'il existe des labels de gazon qui permettent peut-être à la fois de bien choisir son gazon et de garantir un bon usage ? Alors, tout à fait, absolument. Aussi bien pour les gazons de sport que pour les gazons d'agrément, il existe 2 labels aujourd'hui. Le label pelouse éco-durable qui va plus à porter sur des critères de choix, sur une diminution de l'empreinte environnementale par rapport à l'entretien du gazon, puisque le gazon par lui-même apporte un plus environnemental au sein de la cité. Et le label rouge, qui est décliné en forme sous une forme agrément, détente et agrément, et une forme sport et jeu, qui va permettre aux faibles connaisseurs éventuellement de les conforter dans leur choix de gazon. Question très pragmatique de Mathieu sur le chat. Est-ce qu'il y a des différences de prix entre les différents types de gazon ? Oui, et j'ai abordé tout à l'heure. Ouais. Dans ces cas-là, souvent le pas cher coûte cher. S'il y a un prix, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est pas du marketing gratuit. Simplement, il y a de la sélection, il y a de la production. Souvent, les espèces, les variétés de très bonne qualité sont compliquées à produire, donc elles ont un coût supplémentaire à la production. Est-ce que la fourchette est large pour les collectivités à l'achat, entre le moins bon des gazons et vers quand on regarde le haut du panier ? À l'achat, c'est très faible. Revenu au mètre carré, c'est très faible. C'est infime. Par contre, à l'entretien, ça peut être considérable. On va maintenant parler de la formation du personnel, parce que ça c'est aussi très important, Mickaël. Pour faire les bons choix de variétés et bien entretenir les gazons, il faut du personnel formé. Tout à fait. La formation est une clé essentielle au niveau, ce que je disais, aujourd'hui je considère que les collectivités doivent monter en compétences, que ce soit sur la végétalisation ou pour aller vers le zéro phyto, en tous les cas le pérenniser, puisque acter le zéro phyto c'est une chose, il faut le pérenniser dans le temps. Ça, c'est le plus important. Pourquoi ? Parce que la seule petite remarque que je pourrais faire par rapport au biocontrôle, nous, notre crainte majeure, c'est que les collectivités, par facilité, tombent dans la substitution et aillent massivement vers ces produits. Donc l'idée, ça serait qu'on garde éventuellement une roue de secours, comme l'a dit Jean-Marc, mais pas forcément de tomber massivement dans la substitution. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas rechercher ces molécules et on ne connaît pas leur impact sur les ressources en eau. Donc effectivement, monter en compétences en formation, mais pas que. Pourquoi ? Parce qu'il faut accompagner, parce qu'on le voit, que ce soit sur les certificats où les gens ont leurs certificats et pour autant les pratiques sur le terrain sont pas toujours là. C'est-à-dire qu'on n'applique pas toujours ce qu'on a appris en formation. Donc l'accompagnement par des associations, des acteurs du territoire, des associations, que ce soit de gazon ou d'autres choses, sont très importantes pour accompagner les acteurs dans la mise en œuvre sur le terrain. Ça rejoint une question qui nous est posée via le chat. Est-ce qu'il existe des formations pour les responsables d'espaces verts dans les collectivités ? Sur le zéro phyto ? Sur le zéro phyto, oui, j'imagine, oui. Oui, effectivement, des formations. Alors, comme je l'ai dit, il y a déjà la certifito qui est obligatoire quand on utilise encore les produits, mais également les collectivités, alors je ne vais pas parler à leur place, mais ont accès via leur centre de gestion à des formations. Différents organismes publics ou privés proposent des formations. Nous, en tant qu'association, on sensibilise aussi tous les jours les acteurs de terrain. Voilà, donc je pense que les deux, encore une fois, ne sont pas opposés. La formation est indispensable pour monter en compétences et derrière, il faut l'appliquer
sur le terrain. On a donc de nouvelles techniques, ça, là, on l'a compris, c'est ce que l'on vous explique depuis tout à l'heure. Reste à faire évoluer peut-être les mentalités pour que les utilisateurs changent de pratique. C'est bien ça, Michael ? Oui, les mentalités sont un des freins au changement. Aujourd'hui, je dirais que moi, pour ma part, qui accompagne depuis 20 ans les collectivités vers le zéro phyto et dans la végétalisation, on n'a pas de problème technique. J'ai envie de dire, on sait à peu près tout faire aujourd'hui, que ça soit, comme l'a dit Jean-Marc, sur les sélections des variétés de semences, sur les solutions alternatives, etc. Aujourd'hui, le frein, il est vraiment dans les changements de pratique. Donc, encore une fois, je reviens à cette notion importante. La collectivité doit définir sa feuille de route, ses objectifs, ses modes d'entretien et quels moyens elle se donne donc à ses services techniques pour pouvoir voilà, il n'y a pas de notion là d'argent ou de plus coûteux ou de moins coûteux. Chaque collectivité doit faire avec ses propres moyens. Le plus important, c'est qu'elle soit cohérente et à partir de là, elle va pouvoir communiquer auprès de sa population. Souvent, moi, la communication, je la mets vraiment en tout dernier. C'est-à-dire que communiquer dans un projet qui est instable, sur lequel on n'a pas d'envergure, c'est souvent voué à l'échec. Il faut absolument avoir un projet cohérent quand on fait de la végétalisation. Il faut connaître les tenants et les aboutissants. Quand on dit qu'il est résistant à la sécheresse, ça ne veut pas dire que ça ne jaunit pas l'été. Donc, il faut pouvoir que l'ensemble de l'équipe municipale, des services techniques en soit conscient pour qu'après, la population l'accepte. Vous voyez ? Ça rejoint un commentaire, alors ce n'est pas une question, mais un commentaire qui arrive sur le chat et qui dit que ce n'est pas évident de faire accepter tout cela aux élus. C'est difficile la pédagogie, hein, Jean-Marc. Ça demande du temps, de la salive, comme on dit, voilà. Ouais. Mais on y arrive et il faut être patient et ça va arriver. Oui, mais pour revenir à ce que vous disiez en tout début d'émission, il faut tenir compte du planning, du temps qui passe et effectivement du législatif qui dit que voilà, on a encore quelques années pour mettre tout cela en place. Absolument. 1er juillet 2022, bon, c'est presque demain, hein, surtout pour l'entretien de terrains de sport. Les terrains d'agrément, parfois, peuvent se permettre d'avoir un entretien un petit peu plus relâché. Terrain de sport, il y a des obligations de résultat. Donc, il faut vite se mettre à niveau pour cet entretien, oui. Oui. Michael ? Oui, tout à fait. Se mettre à niveau. Alors nous, sur notre territoire, on a commencé il y a bien longtemps. Donc effectivement, les collectivités ont eu le temps de se préparer. On les accompagne. Voilà. Donc, mais encore certaines sont encore un petit peu à la traîne. Donc il faut continuer cet accompagnement au quotidien. Alors vous les accompagnez parce que vous êtes en région parisienne, en Seine-et-Marne. Mais pour les collectivités qui nous regardent aujourd'hui, si elles ne savent pas vers qui se tourner, la personne évidente, vers qui on peut aller ? Ils peuvent toujours s'adresser à la SFG, il n'y a aucun souci. On les redirigera après vers un correspondant régional ou local pour les renseigner de manière adéquate. Ce qui marche très bien aujourd'hui, et nous sur nos territoires on le fait, et on travaille avec la SFG ou d'autres partenaires, c'est le réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait partager le retour d'expérience. L'idée aujourd'hui c'est une collectivité qui ne serait pas sur mon territoire pourrait bénéficier du retour d'expérience de ce que je fais via la SFG, via différents partenaires. L'idée, c'est d'échanger, encore une fois, ce retour d'expérience et en faire bénéficier aux autres pour pas commettre les mêmes erreurs et avancer rapidement vers ces nouveaux enjeux, quoi. Pour revenir à la notion d'introduction dont je vous faisais part tout à l'heure, cette question qui dit est-ce que les habitants des villes nouvellement gazonnées trouvent que cela apporte plus de qualité de vie et plus de bonheur ? La réponse, j'imagine que c'est oui. Oui, nous, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, au moment où on souhaite végétaliser ces espaces dits semi-perméables, il y a toujours ce moment où la phase de travaux existe, donc qui va de quelques semaines à quelques mois, où effectivement les habitants ne comprennent pas, sont un peu surpris de ce qu'on fait. Une fois que c'est installé, une fois que c'est là, j'ai envie de dire, pour eux, c'est comme si ça avait toujours existé. Et ça, aujourd'hui, j'ai quasiment pas de retour en arrière, voire d'image négative de la végétalisation. Au contraire, c'est fortement accepté. Ce qui est critique, c'est vraiment la phase de travaux, parce qu'on déstructure un peu l'espace, on change les habitudes, on en a parlé tout à l'heure, et effectivement, derrière, c'est un peu dur pour certaines personnes qui côtoient certains types les cimetières ou certains types d'espaces publics, on leur change leurs habitudes. Mais une fois que c'est réalisé, que c'est en place, j'ai envie de dire, c'est que positif, quoi. La bonne solution au bon endroit, pour ça, il faut comprendre évidemment les bonnes solutions pour que tout le monde, professionnel du secteur, mais également les élus, aillent dans la même direction. On arrive au terme de cet échange organisé par SEMAE. Qu'est-ce que l'on doit retenir de cette émission ? Jean-Marc, je commence avec vous.
Simplement, les gazons qui étaient déjà bien connus comme une surface végétalisée d'agrément ou pour terrain de sport, aujourd'hui, le gazon s'inscrit comme une plante de service, une plante de service au service de l'environnement. Michael, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet échange aujourd'hui ? Moi, que du positif. J'ai été là aussi pour témoigner du retour d'expérience sur le zéro phyto vis-à-vis du végétal, la végétalisation, du gazon. J'ai envie de dire, il faut croire, il faut y croire, il faut croire en son projet. C'est possible en étant un petit peu déterminé, en dédramatisant un peu la situation, et puis en s'organisant un petit peu, en s'appuyant sur des partenaires techniques. Il est tout à fait possible de passer ce cap, voire d'aller vers d'autres horizons, vers plus de nature, plus d'environnement, plus de confort au niveau de nos villes et villages, puisque il ne faut pas les oublier non plus. Merci à tous les deux de votre participation. Merci. Jean-Marc Lecourt, je rappelle que vous êtes président de l'Association française des professionnels de gazon. Michael Paris, vous êtes animateur auprès des collectivités chez Aquibri. Vous accompagnez donc les acteurs de terrain. Vous pouvez revoir cette émission sur la chaîne YouTube de SEMAE, mais également sur le site choixdugazon.org. Merci de votre attention.